Bonsoir à tous. On va commencer, si ça ne vous dérange pas, parce qu'on a quelques contraintes horaires malgré tout. Et Madame Duché-Agis, qui préside le conseil de quartier, doit nous quitter à 20h30, si je comprends bien. 20h30, donc un peu de temps, mais pour qu'on puisse quand même profiter de sa présence. Merci à tous donc d'être présents ce soir. Nous avons à l'ordre du jour un certain nombre de points qui ont été, comme vous le savez, soulevés et proposés par le conseil de quartier. C'est toujours, je vous rappelle les règles, on va faire un certain nombre de présentations et puis l'échange est bienvenu avec tous les habitants. Donc, il ne fait pas trop froid encore dans la salle, profitons-en. Profitez-en pour échanger dans les meilleures conditions. Et je ne vais pas beaucoup plus m'étendre, je suis ravie d'être là avec vous et je vais surtout laisser la parole à la présidente du conseil de quartier pour qu'elle vous présente l'ordre du jour. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir les élus du conseil de quartier. Merci aux intervenants d'être venus, merci aux habitants d'être là pour la deuxième réunion en séance publique. Donc nous allons avoir 4 sujets. Donc, alors le premier sujet, ce seront la présentation des actions du service de la propreté. Donc en fin de compte, c'est un sujet qui est assez, sensible. Il y a beaucoup de remontées d'habitants qui trouvent que le quartier est assez à l'abandon. Donc on aimerait que vous nous expliquiez comment vous faites vos tournées, comment ça se passe, enfin bref. Voilà. Après, il y a le projet Canopée qui se trouve à Boulevard Victor. Après, nous avons le point d'information sur le PLU, le plan climat et les travaux du Grand Canal. Et après, on aura une petite présentation sur la tribu des bibliothécaires juniors par la bibliothèque Gutenberg. Je vous laisse la parole, Monsieur Olivier Hainaut, adjoint au chef de la division de la propreté du 15e arrondissement. Merci. La parole est à vous. Excusez-moi. Oui, bon, c'est bon. Ok. Je vais commencer par me présenter déjà parce que je viens d'arriver, enfin pas tout à fait, puisque je suis arrivé en début d'année au poste d'adjoint au chef de division sur le 15e arrondissement. J'étais auparavant en service central donc à la DPE toujours, donc à la direction de la propreté et de l'eau. Et puis, suite au départ en retraite de mon collègue, je suis venu sur ce poste en tant qu'adjoint au chef de division. Donc, à savoir que la propreté de Paris, en fait, on a une direction qui s'occupe à peu près de tous les arrondissements. Et on a la chance sur le 15e arrondissement d'avoir un service déconcentré qui va s'occuper que du 15e arrondissement. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe et je vais vous donner quelques éléments. Bon, certains vous allez les reconnaître et ça permettra aussi d'ouvrir le dialogue et puis de me poser les questions que vous avez envie. Donc, je vais commencer. Hop. À partir du début. Donc, je vais vous présenter donc l'organisation du service local de propreté, à savoir que vous avez différents éléments sur l'arrondissement. Vous avez aussi ce service déconcentré qui se trouve au 52 rue Dombasle, un petit peu plus au nord de l'arrondissement, non pas au nord, en allant sur le 14e. Et puis je vais vous présenter donc le service local. Pardon, je suis allé un peu trop vite. Le service de collecte aux usagers, donc toute la partie collecte, comment ça se passe. Des prestations de nettoiement, parce qu'on est un arrondissement qui est principalement collecté par le privé et on a des actions de nettoiement qui sont plutôt faites par la régie, donc le public. Je vais vous parler aussi des prestations exceptionnelles et puis aussi des éléments nouveaux qui interviennent aussi sur l'arrondissement.
Sur le 15e arrondissement, on a à peu près, en ordre de grandeur, à peu près 300 éboueurs. Ça varie un petit peu au cours de l'année avec les départs et les arrivées. Mais c'est l'ordre de grandeur qu'il faut garder, donc à peu près 300 éboueurs. Pour encadrer ces éboueurs, on a une cinquantaine de personnes. Donc ça va être principalement des chefs d'atelier qui vont donner le travail aux agents. Et puis on a aussi un service administratif qui va gérer les carrières des agents et puis un certain nombre de choses sur le présentiel des agents. Sur l'arrondissement, on a 7 ateliers qui sont bien répartis sur tout l'arrondissement. Donc enfin, il y a pas mal d'ateliers. Il y a des arrondissements qui en ont beaucoup moins. On a aussi une particularité dans le 15e qui est assez rare sur Paris. On a 2 ateliers engins du matin, donc c'est ceux qui vont nettoyer les trottoirs, et on a 2 ateliers polyvalents d'après-midi qui sont aussi des ateliers engins, mais qui vont avoir comme tâche principale de nettoyer derrière les marchés, parce qu'on a des marchés quasiment tous les jours, sauf le lundi, sur l'arrondissement. En plus de ça, on a la chance d'avoir un espace tri, qui est en fait une déchetterie qu'on apporte d'ici, qui est accessible aux riverains, mais aussi aux communes limitrophes. On a une particularité aussi avec un point tri, qui est une petite mini-déchetterie, qui est pour les riverains, pour apporter par exemple des piles ou des petits éléments, jouets, etc., qu'on peut après revaloriser. Si je prends la collecte, bon, vous connaissez à peu près tous les flux que nous avons à Paris. Donc ça va des ordures ménagères jusqu'au verre, jusqu'à des déchets un petit peu plus particuliers comme des déchets toxiques. Dans les nouveautés, depuis le mois de septembre, vous avez une collecte. Alors avant, vous étiez collecté 2 fois par semaine pour le bac jaune. Depuis fin septembre, le marché a changé et vous êtes collecté 3 fois par semaine. Si je prends le quartier Boucicaut, j'ai perdu. Citroën, voilà, le quartier Boucicaut-Citroën. Vous êtes, du côté Seine, donc vous êtes collecté le mardi, le jeudi et le samedi pour les bacs jaunes. Suite à la mise en place de ce marché, vous avez eu un certain nombre d'informations qui ont été faites sur les voies qui ont changé de jour. Et puis, vous avez la possibilité de trouver de l'information auprès de la division. On peut vous donner des petits fascicules qui vous expliquent le nouveau découpage. Pour le verre, en fait, il y a plusieurs solutions. Donc, on est bien équipé par rapport à d'autres arrondissements au niveau des colonnes à verre. Il y a à peu près 1000 colonnes à verre sur l'ensemble de Paris. Vous voyez qu'on en a à peu près une centaine, un peu plus d'une centaine sur l'arrondissement. On a 2 types de collectes en porte-à-porte. On a des collectes des gros producteurs, c'est par exemple les restaurateurs. Et on a aussi la collecte traditionnelle en porte-à-porte que vous déposez au pied des immeubles. Autre chose qui est fait par la division, c'est la collecte des encombrants. Ça, c'est un service qui est donné aux Parisiens pour collecter tout ce qui vous encombre chez vous. Et ça se fait sur un appel téléphonique ou au 3975, enfin 3975 en appel téléphonique, ou vous pouvez le faire aussi par Internet, où vous mettez le type d'encombrant que vous voulez vous débarrasser. Et il vous suffira après, en fonction de l'heure de rendez-vous qu'on vous donne, de le déposer dans la rue, il sera ramassé au pied de votre immeuble. C'est la mairie centrale ou c'est la mairie du 15e? C'est le 15e qui occupe tous les jours, en fait. Le matin et l'après-midi, on a des services. Donc, en gros, ce sont des Iveco, c'est des véhicules type jumper qui viennent ramasser. C'est un équipage de 2 personnes qui viennent ramasser au pied de vos immeubles les encombrants. Mais par contre, pour qu'ils soient ramassés, il faut les signaler soit par téléphone, soit par Internet.
C'est un service qui est fait toute l'année, hein, parce que vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais à la propreté, en fait, on travaille toute l'année, sauf le 1er mai. Il n'y a que le 1er mai où c'est un jour chômé chez nous. Sinon, l'ensemble des jours, y compris les jours fériés, ce sont des jours où on travaille. Lorsque vous déposez un encombrant, puisque vous prenez le rendez-vous, et en général, le rendez-vous vous est donné le lendemain, si vous le mettez l'après-midi, ou si vous l'avez mis le matin, ça peut être aussi ramassé l'après-midi. Parfois, suivant les impératifs, on peut avoir un petit décalage, mais c'est rarement plus de 2 jours qu'il est sur le trottoir. Après, si vous voyez, vous, des encombrants qui sont présents depuis plusieurs jours, c'est parfois des encombrants qui n'ont pas été signalés. Et il y a une application qui s'appelle Dans ma rue qui permet aussi de signaler ces encombrants. Et dans ce cas-là, on utilise à peu près le même réseau pour pouvoir les ramasser. Vous avez des choses qui se sont développées aussi depuis quelques années, en particulier sur le compostage collectif. On a à peu près 90 sites de compostage collectif qui ont été développés sur le 15e arrondissement. Donc ça, en général, c'est à la demande des habitants, soit d'un groupe de bâtiments, soit d'un bâtiment qui possède en général un jardin. Et il y a possibilité de se faire accompagner, alors là c'est plus par la division, mais c'est plutôt par la direction, pour l'installation d'un appareil de compost. Par contre, régulièrement au niveau de la mairie, ou on peut le faire aussi de temps en temps au niveau de la division, il peut y avoir des distributions de lombricomposteurs. Donc ça c'est alors il faut avoir un petit peu de place, que c'est pas très gros, mais il faut quand même avoir un petit peu de place. Donc vous êtes accompagné pour venir chercher ces lombricomposteurs. Donc ça se fait plusieurs fois dans l'année. Et on vous fournit les vers qui vont avec, qui vont digérer en fait les aliments, les végétaux. Et ça, c'est en plein développement sur l'ensemble de Paris. Mais on y participe activement dans le 15e arrondissement. Sur le 15e arrondissement, nous avons aussi 13 conteneurs textiles. Donc ça, alors ils ont été modifiés parce qu'il y avait des intrusions assez régulières pour récupérer des vêtements. Comme c'est quelque chose qu'on souhaite valoriser, on a des conteneurs textiles qui ont été améliorés et qui sont accessibles. C'est terminé. Merci. Allô ? On a un petit problème de son. On vient à votre secours. Quelqu'un va... Je peux parler. C'est pour l'enregistrement. Tenez. Ça marche ? J'espère que je ne vais pas griller. Bon, excusez-moi. Donc 13 conteneurs textiles qui sont répartis sur l'ensemble de l'arrondissement, mais vous pouvez aussi en trouver à la déchetterie qui se situe quai d'ici, enfin sous le périphérique. On a mis en place un service de proximité. D'ailleurs, vous en avez 2 dans votre quartier. C'est une sorte de petite remorque qui s'appelle le Trimobile, qui vient régulièrement sur les quartiers. Et c'est une sorte de mini-déchetterie accessible aux personnes qui ne peuvent pas forcément aller sur les sites comme la déchetterie de quai d'ici. Et donc cette petite remorque, en fait, vous l'avez accessible pour vous. Je crois que vous, c'est place de montagne du Goulet. C'est le 2e mercredi du mois. Et Esplanade Max, alors je ne sais pas comment ça se prononce, Getch, le 2e jeudi du mois. Mais vous avez aussi des endroits qui sont à proximité. Square d'Essai, c'est pas très loin non plus d'ici.
Si je reprends un petit peu ce qu'on fait au niveau propreté, parce que propreté, c'est vraiment notre cœur de métier ici dans le 15e, puisque la collecte, c'est principalement du privé. Donc c'est des services qu'on gère aussi, mais on va les voir, on détermine les itinéraires, mais ce n'est pas le personnel de la ville de Paris, c'est du personnel d'un prestataire qui s'appelle Pisorno. Pour la propreté, par contre, c'est totalement la ville de Paris et les agents de la ville de Paris. Excusez-moi, le prestataire, c'est quoi? C'est Pisorno. On a plusieurs prestataires en fait de collecte. Hein. On en a un autre pour le verre qui s'appelle Sepur. Pisorno, donc c'est lui qui a eu le marché, là, le dernier marché qui a commencé au mois de septembre. Et puis on a d'autres prestataires, par exemple pour les vêtements. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais je peux vous le dire si vous voulez. C'est Ecotextile. Qu'est-ce que vous pouvez voir sur le terrain au niveau prestation du service public? Donc, principalement, vous avez des cantons de balayage qui sont traités tous les jours. Vous avez aussi, on est une des divisions qui a le plus de glutons. Les glutons, c'est le petit appareil que vous voyez là, qui ressemble à un aspirateur. Ça, on en a à peu près 1 à 2 par atelier, en sachant que nous avons 7 ateliers sur l'arrondissement. Et puis on a d'autres véhicules qui sont ponctuellement mis en place. Là où vous avez une micro-aspiratrice en haut. Et puis en bas, vous avez ce qu'on appelle un aspire-feuille. C'est quelque chose qu'on va mettre sur un utilitaire et puis qui va permettre, comme un aspirateur, d'aspirer les feuilles. Et pour la saison feuille, là, on a mis en place un certain nombre de services parce que on a cette année une chute des feuilles un petit peu tardive, comme vous l'avez pu le remarquer. Autre chose qui a un petit peu évolué pour nous, c'est la prestation des graffitages. Là aussi, c'est un prestataire qui va travailler pour nous. Pardon, j'étais trop vite. Les signalements sont faits soit par un service de notre division, soit ils vont être faits aussi par les riverains. Et généralement, c'est traité au niveau de la division et on va le répartir pour l'entreprise pour un petit peu répartir la tâche de travail. Et généralement, en fonction des demandes et en fonction du type de graffiti devant lequel on est en présence, on va intervenir plus ou moins vite. C'est-à-dire que si c'est injurieux, on va essayer de le faire très rapidement. Si c'est des choses un peu plus secondaires, ça peut prendre parfois une semaine. Mais la mairie s'autorise à, jusqu'à une hauteur de 4 mètres, l'enlèvement des graffitis sur les immeubles. Quelque chose qui est apparu il y a maintenant, je pense, 2 ou 3 ans, c'est des urgences propreté. C'est-à-dire que pour être au plus près des demandes des riverains, on fait intervenir des petites équipes l'après-midi et bientôt on va même, à partir de l'année prochaine, en mettre une en place le matin. Faire intervenir une petite équipe de 2 personnes où il y a un petit véhicule avec un petit Karcher et qui vont permettre de faire par exemple des épanchements d'urine, qui vont faire des petits encombrants, voire éventuellement une tache d'huile sur le sol, ils vont pouvoir mettre un absorbant. Donc ça c'est vraiment une équipe dédiée d'après-midi mais qu'on aura aussi le matin pour faire des interventions d'urgence qui seront signalées par les riverains. Donc ça, alors là, on va rentrer. On a commencé là, à être alerté pour la période. Là, vous avez remarqué qu'aujourd'hui il faisait froid. Donc on va avoir, on a un plan hivernal à la propreté de Paris. C'est la propreté qui va saler et sabler les trottoirs, suivant les espaces qui sont à traiter. Donc on va en général s'occuper pendant cette période hivernale des passages piétons, des accès aux bouches de métro, des abribus, des ponts, escaliers et des marchés découverts. Donc en fait, on sale, par exemple quand c'est de l'asphalte, on va saler. Quand c'est des zones où il y a des plantations, on va plutôt utiliser du sable pour éviter de faire mourir les arbres.
Autre activité qui a pris toute son ampleur cette année, on a eu plusieurs périodes d'élection, et donc c'est la propreté de Paris qui assure la maintenance et la pose et la dépose des panneaux électoraux. Donc ça, chaque élection, généralement, c'est notre service qui va, en fonction des besoins de la mairie, installer l'ensemble des panneaux. Pour encourager les bonnes pratiques, des actions de sensibilisation sont faites auprès du public. Alors, principalement, on va avoir des actions de communication. Donc, on a une personne qui est affectée à cette mission au sein de nos divisions territoriales. C'est Madame Taïbi. Elle fait un grand nombre d'animations et elle va aller chercher aussi du renfort d'autres divisions ou des services centraux pour mener à bien des informations, pouvoir faire de la communication et pouvoir fournir des dépliants. Tout à l'heure, on avait parlé de lombricomposteur, c'est elle qui va s'en occuper. On peut avoir aussi, par exemple, puisque maintenant, actuellement, on a sur les démarchés découverts, vous avez possibilité d'emmener des biodéchets sur chaque marché découvert. On a la possibilité aussi de vous fournir des petits seaux pour pouvoir mettre chez vous vos déchets alimentaires. Donc la propreté, vous avez vu, vous connaissez qu'il y a un certain nombre d'incivilités des gens qui circulent sur l'arrondissement. Donc parallèlement avec la direction de la police municipale, il y a un certain nombre d'actions de verbalisation qui sont faites chaque année. Donc ça peut être soit sur des dépôts qui sont identifiables sur la voie publique, soit ça peut être, par exemple, toutes les semaines on fait des actions sur les vendeurs à la sauvette, ceux qu'on trouve à la sortie des métros. Donc ça c'est pour là aussi la protection de nos commerçants. On a aussi des éducateurs canins qui viennent aussi pour les déjections canines. On a mis en place des cendriers de vote, vous savez, avec 2 possibilités de vote pour inciter les gens, c'est ce qu'on appelle un nudge, c'est pour inciter les gens à mettre leur mégot dans ces cendriers. Et puis on a un certain nombre de choses qui ont été mis en place après la période Covid, suite à l'explosion du nombre de terrasses sur Paris. Donc après, vous avez d'autres choses qui peuvent être verbalisées si elles ne rentrent pas dans les règles par la police municipale. Donc je vous remercie. Donc j'ai peut-être été un peu brouillon, excusez-moi, parce que c'était la première fois que je rencontrais un conseil de quartier. Mais si vous avez des questions, il n'y a aucun souci, je pourrais y répondre. Attendez, on va vous donner un micro parce que j'en profite pour vous rappeler que la séance est enregistrée, donc elle est disponible également à partir de demain sur le site de la mairie. Et donc c'est important que vous ayez le micro pour que tout le monde entende bien votre question. Allez-y. Bonsoir et merci pour cet exposé bien complet. Moi j'avais une question qui m'a interpellée sur la collecte. Je voulais savoir si on avait un suivi et les personnes... C'est bon ? C'est la collecte d'ordures ménagères ou la collecte de vêtements ? Non, celle que vous sous-traitez justement. Du coup, non, ça m'a interpellée parce que je me demandais, la collecte de vêtements, que font je ne sais plus le nom que vous avez donné là, pour les vêtements et ensuite pour les verres. Juste, c'était une curiosité de savoir ce qu'ils en faisaient. Ça peut être intéressant de savoir vous avez dit que c'était un nouveau prestataire pour les vêtements. En quoi il a été choisi. Donc voilà, est-ce qu'il fait des choses bien derrière avec ses vêtements ? C'est ce que ça m'intéressait. Donc je me suis peut-être trompé parce que pour lui, c'est pas un nouveau prestataire, c'est un nouveau prestataire. Enfin, c'est pas un nouveau prestataire non plus pour la collecte, c'est que le marché étant fini, on a choisi le même prestataire parce que c'était la meilleure offre. Oui. Mais pour les vêtements, en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est la collecte. C'est-à-dire on collecte les vêtements. Après, ce qu'en fait le prestataire,
Moi, j'ai pas creusé à mon niveau pour savoir ce qu'il en faisait. Merci. Donc là, je pourrais pas vous répondre pour me dire. Oui, vous avez dit que c'était la meilleure offre. Donc en fait, c'est plus par rapport à l'offre au coût que vous choisissez. Exactement. Que sur. D'accord. L'autre question qui m'est venue aussi, c'est que, évidemment, là, tout le monde peut penser que c'est vraiment très très bien qu'il y ait un ramassage des encombrants. Mais ce qui est terrible, c'est que on en a parlé, reparlé, et ça ne change pas. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas. Et moi, je trouve que ce service-là, finalement, donner aux gens que tout est facile, ça rend le quartier horrible parce que c'est pas ramassé assez vite. Pardon, je suis sûre que vous faites tout ce que vous pouvez. Il faut être nombreux. Et on est nombreux dans le 15e, donc tout le monde descend ces trucs. Et souvent, mais franchement, on se balade dans le 15e. Moi, j'ai l'impression excusez-moi, mais de me balader parfois dans des rues où on a l'impression que c'est entre les travaux, les déchets, voilà. C'est pas vous, mais je sais pas comment. Vous avez dit que les personnes étaient pénalisées. Il faudrait vraiment, quelque part, mais c'est pas à votre niveau, mais que ce service soit bien plus encadré parce que ça dessert notre ville. Voilà. C'est vrai que parce que, pardon, oui, je termine juste, Marion, c'est que moi je sais que j'avais affaire avec pas mal d'entrepreneurs qui maintenant vous disent, avant, quand vous faisiez des travaux chez vous, c'était payé. Et maintenant ils disent non, mais c'est bien ça, tout ça, c'est pas payé, vous descendez en bas, mais même pour les choses, vous voyez ce que je veux dire, ils vous découpent les baignoires ou quoi, ils les collent là-bas, alors qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Donc voilà, pardon. Non, vous avez raison et vous pointez un sujet qui est important parce que quand on parle de la difficulté sur la sanction, de sanctionner les incivilités, c'est que ça repose sur les effectifs de sécurité. Donc on parle plutôt de la police municipale notamment qui est habilitée à pouvoir sanctionner et mettre une amende puisque c'est de ça qu'on parle. Et encore faut-il constater. Sur le fait, prendre les gens sur le fait. Et c'est là où c'est le plus difficile. Parfois, ça arrive. On a peut-être tous dans l'entourage quelqu'un qui a jeté un mégot de cigarette un peu trop rapidement devant un agent et qui a pu avoir une amende. Mais ça reste très compliqué à mettre en œuvre parce que c'est assez peu le cas. Par contre, on a différentes formes de difficultés sur la propreté. C'est aussi qu'aujourd'hui, on a des petites poubelles dans la rue qui deviennent des points d'accumulation pour les déchets de l'ensemble du quartier, comme si finalement les gens ne jetaient plus leurs propres déchets chez eux, mais profitaient de ces poubelles-là. On a fait une demande pour développer ou implanter des abris-bacs. C'est les poubelles de tri qu'on a dans certains parcs. Ces poubelles qui sont fermées, qui sont clôturées, qui sont aussi du coup un peu plus propres que les petites qu'on a dans les rues, qui sont très pratiques, je pense, pour la collecte, mais qui ouvrent aussi le risque d'être déchirées, d'être parfois du coup l'objet de saccage. Et on a tous beaucoup d'exemples en tête. Donc ça, c'est un projet qui est à l'étude et on devrait voir l'implantation, en tout cas je l'espère, d'un certain nombre d'abris-bacs dans le 15e, il me semble. Oui, ça a été validé par la mairie d'arrondissement. Donc on va implanter, là, c'est en cours, des abris-bacs sur l'ensemble de l'arrondissement, à des points bien particuliers, parce qu'il faut, c'est un matériel... Alors c'est plus gros qu'un bac, donc c'est un matériel un peu plus volumineux qu'une corbeille habituelle, mais c'est plus joli. Donc c'est quelque chose que la mairie, en effet, du 15e souhaite mettre en place. Et qui est en train d'être mis en place sur 3 endroits. Par contre, je n'ai pas les adresses, mais je pourrais les transmettre si vous souhaitez. Si je vais revenir sur les encombrants, donc en effet, vous avez raison, on est un arrondissement qui a énormément d'encombrants. On est d'ailleurs l'arrondissement de Paris où il y en a le plus. C'est quelque chose qu'on a pris en compte. Donc depuis cette année, en fait, on a développé énormément le service des encombrants et on s'est rendu compte que nos agents ne suffisant pas. On a même mis en place des services complémentaires grâce aux moyens supplémentaires qui ont été attribués à la mairie pour justement avoir un peu plus de matériel pour ramasser ces encombrants.
Mais c'est vrai, vous avez aussi raison, le fait qu'on ait donné comme moyen ce service-là aux Parisiens, c'est aussi un appel à encombrer régulièrement les trottoirs. Mais on essaye de mettre en place un certain nombre d'actions pour justement que ça reste le moins longtemps possible. Et là, même dans les pires situations, par exemple, on a eu une petite grève il y a quelques temps, là, c'est quelque chose on est rarement au-delà de 3 jours, sauf si ça n'a pas du tout été signalé au service de la mairie. Voilà. Et juste deux très courtes petites questions. Les graffitis, vous avez dit, sont signalés, mais est-ce que c'est dans ma rue aussi ? Oui, dans ma rue, vous avez tous ces items-là se retrouvent aussi dans ma rue, que ce soit les objets encombrants. Même par exemple, vous me citiez, des fois, vous avez une accumulation par exemple, on va dire de sacs poubelles autour d'encombrants. Ça, on peut le faire collecter. J'ai déjà utilisé, mais jamais pour les graffitis. Et du coup, je me posais la question si c'était... Si sur les graffitis, on peut les signaler. Après, nous, on va les réattribuer parce qu'on a plusieurs services qui le font. En fait, on a la possibilité au niveau de notre service de pouvoir attribuer à tel ou tel service le dégraffitage. Alors, la dernière chose, et je me tais, c'est que les petites camionnettes d'urgence, enfin le service, je peux comprendre que peut-être il passe à plusieurs endroits d'urgence, mais quelque chose que j'ai jamais compris, mais vraiment même en leur signalant, c'est qu'ils ne ramassent que ce qui a été, pour lequel on a demandé qu'ils se déplacent. À 50 cm, il y a 4-5 boîtes de quelque chose, eh bien, ils vous répondent non, on ne le prend pas, parce que ça ne nous a pas été signalé. Je trouve qu'il faudrait peut-être juste un tout petit peu dire aux gens qu'il faut avoir une petite souplesse, que bon, s'ils ramassent un truc, mais qu'ils laissent à côté 3-4, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, je vous comprends. C'est un peu dommage. Alors, juste pour rebondir sur ce que vous me dites, en gros, quand ils partent, c'est l'urgence propreté, ils ont une liste. En effet, comme vous dites, ils ont une liste de choses qui sont issues de dans ma rue. Et donc, en général, leur tournée, elle est dimensionnée pour les occuper pendant l'ensemble de leur journée de travail. Après, honnêtement, qu'ils n'aient pas ramassé juste à côté, oui, je peux comprendre que ça peut vous agacer et je pense que je referai remonter l'information parce qu'ils ne sont pas si nombreux que ça à utiliser les urgences propreté. Non, mais on peut faire des rappels de temps en temps, ça coûte rien. Et donc, avec ma collègue à côté, effectivement, donc on est membre du conseil de quartier Citroën de Boucicaut. Effectivement, sur la place Janine Lafa, il y a énormément de dépôts sauvages récurrents. Et il y a 2 semaines, effectivement, moi j'ai eu la surprise de voir qu'effectivement, il y avait une brigade qui ramassait les poubelles, mais par contre, effectivement, comme les dépôts étaient sauvages, ils n'ont pas pris, ils sont passés à autre chose. Donc je voulais savoir, en fait, sur les dépôts sauvages, quelle était la politique de la ville ? Est-ce que c'était par mission, à savoir est-ce que les éboueurs qui sont mandatés pour pouvoir faire du ramassage d'ordures, ils ne prennent exclusivement que les seules ordures qui sont contenues dans des bacs, ou si les dépôts sauvages, quelque part, ils étaient du fait de la responsabilité d'une autre brigade? Alors là, j'ai besoin juste une précision sur ce que vous appelez un dépôt sauvage. Un dépôt sauvage, c'est vraiment des poubelles, des monceaux d'ordures qui sont déposés au pied des arbres, place Jani Alpha, en fait, au niveau de l'avenue Félix Faure. D'accord. À l'entrée de la rue Modigliani, en fait. Ok, mais donc c'est pas un rapport avec... Parce que parfois, on a aussi la possibilité, par exemple le métro, les bouches de métro, comme ils n'ont pas de bac à l'intérieur des stations, parfois ils sont, enfin c'est pas à cet endroit-là, hein, mais ils auront la possibilité de déposer leur sac en vrac sur la voie publique. Mais là c'est autre chose. Non, je vais rebondir sur ce que tout le monde a dit, parce que moi j'habite avenue Félix Faure, côté Modigliani, et c'est moi qui envoie quasiment tous les jours, que ce soit à la ville de Paris, à l'adjoint au maire, sur Twitter, partout, et c'est tous les jours, c'est pas un encombrant ou 2, c'est des tonnes et des tas de sacs poubelles, des déchets de partout. L'autre fois, pendant une semaine,
J'ai alerté tout le monde, ils ne sont pas venus les récupérer. Dans ma rue, en plus. Et ouais, ils sont venus les récupérer ensuite, ils ont pris la moitié, ils ont fait tomber alors, tous les sacs poubelles, il y avait de l'alimentaire, tout était sur la voie avenue Félix Faure, place Denis Alpha, et ça date depuis 2-3 ans, c'est pas aujourd'hui. L'entrée de Modigliani, elle n'est jamais nettoyée à l'eau, les murs, ils sont dans un état catastrophique, les pigeons, n'en parlons pas, les bancs, c'est la même chose, mais c'est une saleté qui est quotidienne. Donc à vous entendre, tout est parfait. Nous, on y vit au quotidien, donc on sait ce qui se passe réellement. À vous entendre. Et puis, il y a aussi une remarque, c'est qu'il y a une différence entre les rues de l'arrondissement, où il va y avoir des rues qui sont totalement super bien nettoyées, et d'autres, pas du tout. Donc, c'est une différence ici de traitement dans le ramassage des poubelles et du nettoyage. Et moi, personnellement, je n'ai jamais vu de camion nettoyé à l'eau l'avenue Félix Faure, la rue Saint-Charles, l'entrée de Modigliani. J'ai jamais vu ça. C'est 25 ans que j'y habite, j'ai jamais vu. Donc c'est dans un état catastrophique et tous les jours on est obligé d'alerter. Et c'est pas un petit peu, c'est des tonnes. J'ai toutes les photos, j'ai toutes les vidéos, tous les jours j'en vois. Donc à un moment ou à un autre, on ne peut pas nous dire que tout est parfait, voilà, tout simplement. Donc en fait, nous ce qu'on voulait savoir, c'est qu'en fait, sur le cas qu'a présenté Nesrine, c'est si en fait il y a une spécialisation pour le retrait des dépôts sauvages entre la brigade qui elle est en charge du retrait des ordures, j'allais dire, dans des bacs, ou si c'est une brigade qui elle-même est spécialisée pour enlever les dépôts sauvages. Est-ce que, par exemple, parce que moi je vous assure, il y a 2 semaines, j'ai failli les interpeller, et puis finalement, bon, je me suis dit, bon, c'est les mecs du privé, ils n'en peuvent rien, ils y peuvent rien. Mais j'avais envie de leur dire, mais regardez, il y avait un monceau d'ordures sauvages au pied d'un arbre. Et ils n'ont rien fait, ils sont passés uniquement à la prochaine poubelle. Bon, alors après, je ne connais pas vraiment ce point-là. Hein. Ce que je peux vous dire, c'est si c'est de l'ordure ménagère, donc si c'est des bacs, c'est collecté normalement en soirée. Donc ça, c'est le privé. Alors déjà, je vais vous peut-être donner une petite indication. Normalement, quand les véhicules sont blancs, ou quand les véhicules sont des bennes mais blanches, c'est du privé. C'est un prestataire qui travaille pour la ville de Paris, donc pour nous. Quand c'est des véhicules verts, c'est de la régie, donc c'est public. Donc la régie, en fait, il y a des équipes du matin, des équipes d'après-midi. Ils ne travaillent pas en soirée. Donc ils finissent à 8h le soir, enfin ils finissent même à 19h, le temps de rentrer, vider et d'aller se doucher. Et eux, ils sont spécialisés dans le ramassage des objets encombrants, dans ce qui est collecte de dépôt. Par contre, quand c'est de l'OM, on peut faire intervenir, soit si c'est après 16h, on peut faire intervenir le prestataire, soit parfois on peut aussi détourner une petite benne, parce qu'on a des bennes qui collectent aussi les corbeilles. Mais s'il y a un signalement normalement dans ma rue, on est informé et on met en place des moyens pour le faire. Si c'est pas mis dans ma rue, on n'est pas forcément informé. Vous voyez ? Elle est partie, mais elle m'a dit qu'elle avait vraiment déclaré dans... Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de signalements et ce point-là, cet endroit-là, il est quand même récurrent. Alors, pourquoi ? Il peut y avoir de multiples raisons, mais on parle vraiment d'ordures ménagères, mais qui sont déposées, des sacs en fait, simplement des sacs poubelles qui sont déposés autour de... Et ça revient constamment. Et c'est vrai que à l'heure où, dans 2 ans, on va accueillir un certain nombre d'épreuves des Jeux Olympiques dans le quartier très proche, parce qu'on parle de Suzanne Langlaine, on parle de parcs des expositions qui sont vraiment juste à proximité. C'est des choses qui vont forcément se ressentir au-delà de la vie des habitants. Il faut déjà prendre en compte sur l'image que la ville renvoie. Et les habitants, et pour le coup, je peux le comprendre parce que on le voit en traversant le quartier, il y a certains points qui sont des points constants de fixation. Mais j'imagine que vous les connaissez. Est-ce que vous êtes en mesure de mettre en place peut-être une prise en charge particulière sur des points comme ça ? Oui, on pourrait mettre en place quelque chose. Après, ce sera sûrement, par rapport à nos effectifs matin-après-midi, ce sera plutôt des actions d'après-midi. Mais oui, on pourrait éventuellement mettre en place quelque chose, en effet.
Et par contre, je veux dire que par contre, le nettoyage à l'eau des trottoirs se fait le matin et je les croise généralement sur l'avenue Félix Faure. Donc je voulais rectifier, même si Nesrine a dû s'éclipser. En effet, les 7 ateliers, c'est des ateliers du matin. Donc ils travaillent jusqu'à 13h. Et c'est là où on a le plus d'effectifs sur l'ensemble de l'arrondissement. L'après-midi, en fait, on a 2 équipes qui vont principalement avoir en première tranche horaire tous les marchés. Et les actions en fait, qu'on peut mener après avec ces équipes-là, une fois qu'ils ont fini de marcher, c'est des actions, on va dire, en deuxième tranche horaire d'après-midi. Donc c'est plutôt des actions vers 5h ou 6h de l'après-midi. Bonsoir, j'ai 3 questions à vous poser. Je suis ici. Vous avez le service encombrant, mais vous avez constaté qu'il y avait des parasites qui ramassaient avant vous. Alors je voudrais savoir quel est le taux de ramassage fait par des tiers qui en plus trient sur le trottoir, donc éparpillent les encombrants. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, dans les encombrants, vous avez des objets de qualité. Vous avez des lits d'enfants, mais vraiment de très bonne qualité, d'autres choses. Est-ce que la recyclerie qui est dans le 15e a un regard sur ce que vous ramassez? Et ma troisième question, elle résulte de la grève. La grève, il y a eu une priorité dans le ramassage des poubelles. Et cette priorité, qui l'a établie, sur quels critères? Parce que notamment, il y a un critère qui n'a pas été pris en considération, c'est la densité de l'habitat. C'est-à-dire que vous aviez des endroits où il y avait énormément de logements et on ne ramassait rien. Il y avait des rues privilégiées où on ramassait tout, il n'y avait pas tellement de logements. Alors je voudrais savoir qui a décidé et sur quels critères la priorité pour enlever les détritus sur les trottoirs. Merci. Pour répondre en partie au moins sur cette question, ça faisait l'objet de négociations, notamment avec la mairie du 15e, parce qu'il y avait également, donc il y a eu recours à un autre prestataire pendant cette grève, et il y avait des contraintes techniques sur le passage dans certaines rues de souvenirs. Mais ça, j'ai plus les spécificités en tête, si vous pouvez compléter. Je vais un peu expliquer, parce qu'en fait, c'était ma première grève, grosse grève. Donc, c'est moi qui l'ai gérée, en fait. Au niveau de la... Alors, pas au niveau de la mairie, mais au niveau de... par rapport aux demandes de la direction et les demandes de la mairie, c'est moi qui ai dû le mettre en place au niveau des services qu'on m'attribuait. Oui, parce que, juste pour préciser, il s'agissait bien d'une grève du prestataire privé. Oui, mais je le précise pour l'ensemble du public, et pas des services de la mairie qui sont présents ici. Et il y avait une densité, il y avait des foyers de travailleurs, c'était immonde. Je vais vous expliquer, si vous voulez. Les services sont compensés. Je vais essayer de vous répondre un peu, parce que pour nous aussi, ça a été très compliqué. Donc, voilà comment ça s'est passé. Donc, en fait, le prestataire nous a pas vraiment prévenu, il nous a prévenu qu'il y aurait peut-être une grève, mais il nous a dit que ça n'aurait pas d'impact au départ. Donc, on l'a cru jusqu'au début de semaine. Et à partir du début de semaine, on s'est bien rendu compte qu'il y avait que les bacs n'étaient pas ramassés et que les collectes n'étaient pas effectuées. Donc on a mis en place un certain nombre de mesures, mais en croyant dans la bonne foi du prestataire. Et en fait, pendant 2 jours, il nous a dit qu'il mettait en place des moyens qui sont quasiment jamais venus. Enfin, où ils sont venus, mais par rapport au nombre de bennes qu'on déploie le lundi, qui est à peu près 17 bennes, on a eu 5 bennes. Donc ça a été largement insuffisant pour faire la collecte. Donc en début de semaine, on ne s'est pas trop affolé, parce qu'on s'est dit, bon, ça ne va pas durer longtemps, on va croire le prestataire, sauf que ça a empiré et ça a duré une semaine. Et donc à partir du mercredi, on a fait intervenir des moyens supplémentaires. Alors il fallait de nuit, parce qu'en fait il ne fallait pas que les 2 entreprises se croisent. Et c'est l'entreprise de Richebourg qui nous a mis en place des moyens complémentaires. Mais en fait, on a fait des itinéraires complémentaires par rapport à ce qu'on savait de ce que collectait notre prestataire habituel. Mais vu le nombre de bacs qu'il y avait à rattraper, en fait, les bennes calaient très rapidement. Et on ne pouvait pas finir les itinéraires qu'on leur donnait à faire. Donc ça a été vraiment très compliqué à gérer. Pendant 3 ou 4 jours, on a changé les itinéraires, on a beaucoup communiqué avec la mairie pour essayer de rectifier les choses.
Et en gros, il a fallu intervention de la mairie centrale, intervention du maire de l'arrondissement pour que l'entreprise prenne les choses en main et fasse terminer cette grève. Et on peut dire merci à notre maire, parce que c'est lui qui a appuyé pour que la grève se termine. Oui, ça a été des négociations longues et difficiles. Non, mais j'ai lu dans un papier oui. municipal qu'il y avait des priorités. Et c'est ces priorités que Mais je même préfère. si ce qu'explique monsieur, c'est que même quand on met des priorités sur des circuits, si les bennes calent trop vite, on n'est pas en mesure de venir à bout du circuit. Donc on change le point de départ du circuit pour essayer de... Alors, Mais voilà, dans tous les on cas, n'avait oui, pas... C'est la vérité. On n'est peut-être pas en mesure. Prendre un prestataire extérieur, ça veut dire qu'il ne connaît pas l'arrondissement. On lui a fait des tracés. Pourtant, on a passé beaucoup de temps à lui faire des itinéraires hein, pour que ça soit le plus adapté possible. Soit il les respectait pas, on n'avait pas moyen de contrôler la nuit parce que c'était l'ensemble de la nuit, c'était assez compliqué. Donc non, franchement, c'était même pour moi, c'était une semaine très pénible, hein, je vous avoue. Et alors la recyclerie par rapport à tous ces objets de valeur. Donc alors il y a comment on appelle ça? Il y a il peut y avoir un réemploi de certains mobiliers. Mais je ne connais pas les actions que vous me dites sur la recyclerie. Donc je vais pas vous dire quelque chose que je ne connais pas. Par contre, je sais qu'au niveau de la déchetterie, on a un prestataire qui va récupérer tout ce qui est mobilier. Voilà. Il y a une personne. Non. Non, excusez-moi, oui, en fait, ça a été conclu, mais je voulais juste dire que finalement, la conclusion pour beaucoup des points qui ont été soulevés, à la fois par Nesrine, son collègue, enfin moi et d'autres personnes, c'est qu'il y a un manque flagrant de communication entre les différents services de la mairie de Paris. Voilà, c'est ça le problème aussi. Non, mais c'est évident, quand on vous dit ça... Différents services sont mis en place, mais comme ils ne communiquent pas, c'est comme et comme en plus de ça, il y a des prestataires pour certaines choses. C'est sûr que les citoyens n'y comprennent plus rien. Vous avez une personne qui vient chez vous couper des arbres parce que c'est dangereux, enfin dans votre rue ou à l'intérieur, des arbres qui dépassent dans votre résidence. Il y a un autre grand arbre qui dégringole. Une grande branche, vous leur dites coupez celle-là, ils vous répondent ah non, moi c'est pas mon secteur, c'est pas mon truc. Donc vous comprenez. Je peux comprendre qu'il y ait différents services, mais nous, les citoyens, qui avons des taxes et qui vont largement s'élever là, et des fois, on ne comprend rien. Voilà, c'est tout. Merci. Je sais pas si vous voulez répondre ou... Vous avez d'autres questions? Non. D'accord. Et vous n'avez pas parlé des Trilib. Vous avez parlé des Trimobiles, mais pas de Trilib. Pourtant, sachant qu'il y en a dans le quartier. En effet, oui. Donc le Trilib, c'est vrai que le débat. C'est vrai que j'ai été un peu rapide, hein, j'avoue. Donc oui, en effet, vous avez du nouveau mobilier urbain aussi qui a été implanté là depuis à peu près 1 an ou 2 ans. C'est les Trilib. Donc les Trilib, c'est un service de proximité, d'apport volontaire, où vous avez plusieurs types on va appeler ça des caissons, de modules dans lequel vous pouvez déposer soit du multimatériaux, soit bientôt on aura peut-être même accès à un caisson pour les biodéchets. Et qui ramasse les Trilib? C'est aussi un prestataire. Qui est distinct. Voilà. C'est notoire quand il y a une grève ou un mouvement social. On voit très nettement qu'il y a une différence au niveau des Trilib. Très bien. Pourquoi c'est pas le même? Ça fonctionne avec les marchés publics, monsieur. Je vous remercie pour la présentation. On va passer au deuxième sujet, le projet Canopée. Messieurs, je vous laisse la parole. Bien, bonsoir à tous. Grégory Sopelsa, avec à mes côtés Alexandre Stella. Nous représentons la société Atrim, qui est une société de gestion immobilière, et nous sommes accompagnés par Xavier de Gesset, qui nous accompagne donc sur le projet Canopée, qui est situé au 1 boulevard Victor,
C'est un immeuble que nous gérons depuis quasiment un an. Et le projet qu'on va vous présenter repose sur deux piliers majeurs. Le premier, et qu'on développe d'ailleurs sur d'autres immeubles de bureaux, c'est de répondre finalement, de permettre à ces immeubles, d'investir dans ces immeubles pour leur permettre de répondre aux nouvelles attentes que peuvent avoir les utilisateurs et les locataires de ces immeubles de bureaux, notamment avec les évolutions liées en particulier au télétravail. Donc de plus en plus maintenant d'utilisateurs ou de salariés passent une partie de leur temps à domicile, et donc finalement il est nécessaire de faire évoluer ces immeubles de bureaux dans leur conception intérieure, notamment en mettant un peu plus de salles de réunion, et qui visent finalement, une fois que les salariés sont sur place, à reconnecter les équipes, donc avec plus d'espace de travail collaboratif, de salles de réunion. Donc un enjeu de reconnexion qui nécessite de faire pivoter ces immeubles, et donc c'est ce à quoi on s'attache, et aussi à les reconnecter avec leur quartier, finalement, leur permettre d'apporter toute la vitalité qu'ils peuvent apporter au tissu économique local. Et le second pilier, qui est peut-être même le plus important, c'est de leur permettre d'accompagner finalement la démarche de transition énergétique et d'amélioration des performances environnementales, dont vous savez qui est un enjeu majeur de société, même au-delà d'être un sujet immobilier. Et donc le projet qu'on va vous présenter, le projet de rénovation, de restructuration qu'on développe sur cet immeuble, vise à répondre à ces deux enjeux majeurs. Donc je vais passer la parole à Xavier qui va vous présenter plus en détail ce projet. Merci, bonsoir à tous. Donc l'objectif du propriétaire de cet immeuble a consisté à naturellement tenir compte également de la réglementation. Cette réglementation a été mise en place récemment et elle vise à réduire drastiquement les consommations des immeubles. Vous êtes confrontés peut-être dans le cadre de vos copropriétés. Les propriétaires des immeubles tertiaires aujourd'hui doivent faire face aux mêmes enjeux. Donc ça s'appelle le décret tertiaire. Le décret tertiaire, il consiste à réduire les consommations énergétiques pour tous les immeubles de bureaux de 40% d'ici 2030. C'est la base et c'est ce qui a enclenché la réflexion de cet immeuble. Donc pour y faire face, il existe une solution assez radicale qui est la même que dans un immeuble de logement, qui consiste à isoler thermiquement cet immeuble de l'extérieur pour limiter les déperditions d'énergie ou au contraire les besoins en climatisation l'été. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième sujet c'est l'enjeu utilisateur qui ont ces mêmes problématiques. Ils souhaitent être occupants d'immeubles faisant l'objet de certification et de labellisation qui obligent à un certain nombre de travaux à l'intérieur de l'immeuble. Voilà, donc peut-être avez-vous entendu parler des certifications HQE, BREEAM, qui sont exposées sur le slide. Donc la situation de l'immeuble, c'est un immeuble qui est exactement situé en face du ministère des Armées de Ballard, au 1 boulevard Victor. Il est situé donc entre ce boulevard et la Petite Ceinture. La Petite Ceinture sur laquelle il y a des voies ferrées désaffectées actuellement. Derrière, la station essence. Je ne sais pas si vous vous situez. BP. Voilà. Donc, on voit l'immeuble du côté de la Petite Ceinture à droite. Donc, on peut constater l'état dans lequel il se trouve. Et on peut également constater sa façade sur la gauche, façade qui donne sur le boulevard Victor. Donc l'objet des travaux qui sont envisagés, c'est de remplacer cette façade. On va vous montrer à quoi ressemblera l'immeuble à terme. Et c'est aussi de profiter de ces travaux pour un peu corriger les défauts inhérents à cet immeuble. Donc l'entrée principale qui est un petit peu pas très bien visible, et puis une architecture qui est datée, puisqu'elle date de 90, et c'est pas vraiment ce que recherchent aujourd'hui les utilisateurs. Excusez-moi, l'immeuble est occupé à l'heure actuelle? Oui. Oui, il est occupé, c'est un immeuble qui plaît, donc c'est un immeuble qui a du sens d'être conservé malgré le télétravail. Voilà. Il est bien situé, enfin voilà. Donc voilà les images, on les voit un peu mieux
après. Non, on ne voit pas mieux. Donc, en haut à droite, on voit l'immeuble après travaux. Donc, c'est une perspective qui a été établie par notre architecte. Donc, on comprend bien que cet immeuble n'aura plus la même façade. Il sera neuf. On va réhabiliter les toitures terrasses, implanter de la végétation. On va également aménager et améliorer le petit parvis qu'on voit en bas à droite de l'image, en proposant une végétalisation qui n'existe pas, puisque ce parvis est aujourd'hui entièrement minéralisé. Voilà, là on peut observer le changement sur ces mêmes terrasses, et puis naturellement on reprend également les façades du côté de la petite ceinture. En bas à droite, on voit l'image de l'actuel parvis, qui n'est pas très grand dans sa configuration, mais l'idée de l'architecte, c'est de le planter largement et de renforcer la perméabilité des sols. J'en profite pour ajouter que, naturellement, on ne touche pas aux arbres existants du boulevard Victor. Le planning des travaux, ce sont des travaux qu'on envisage de lancer au premier semestre de l'année 2023. Ce ne sont pas des travaux de démolition de l'immeuble existant. On ne touche pas les volumes du bâti actuel. Donc il n'y aura pas de perte de vue pour les habitants, il n'y aura pas d'ombre supplémentaire pour les habitants. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment d'habitants juste à côté de notre immeuble, ils sont un peu plus loin. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Aujourd'hui, ça s'appelle le bar Jacques, et en fait, on l'a baptisé le projet Canopée parce que, vous l'avez vu, on insiste sur la végétalisation de l'ensemble. Et dans la continuité de la petite ceinture, de la promenade, donc on trouvait que ça donnait du sens de baptiser ainsi. Merci beaucoup pour cette proposition. On va prendre quelques questions. Mais c'est vrai que vous avez bien fait de souligner la question des arbres devant l'immeuble, parce que souvent, on le voit sur un certain nombre de chantiers. Malheureusement, les arbres à proximité sont parfois les premières victimes des chantiers. On l'a vu sur la tour Triangle, quand il y avait des gros besoins, parfois d'aller couper des arbres pour dire après, on va replanter, mais des arbres, ça prend du temps à pousser, donc c'est important pour nous vraiment de marquer cet axe, parce qu'il y a vraiment déjà besoin de beaucoup de végétalisation. On a quand même une certaine densité malgré tout dans le quartier, donc c'était un de nos points d'attention. Et puis une des questions aussi, c'est qu'on resterait sur les mêmes occupants du bâtiment qu'actuellement, ou ce sera réutilisé Ok. Donc ça resterait sur du bureau actuellement, c'est ça? Donc du bureau avec trouver des nouveaux locataires. On ne change pas l'usage de l'immeuble, okay, et on espère ne pas changer d'occupant. Je dirais même que ça répond à une demande des utilisateurs, puisque la plupart des grandes entreprises aujourd'hui, même des PME, sont soucieuses des questions environnementales, et ces travaux étant pris en charge par le propriétaire, elles intéressent fortement aussi les utilisateurs qui vont réduire leur consommation sans mettre la main au portefeuille. C'est particulièrement d'actualité, d'autant plus. Est-ce qu'il y a des questions? La petite ceinture à l'arrière du bâtiment, elle n'est pas encore réhabilitée. Non, cette si je ne me trompe pas. Voilà. Et c'est pas prévu. À notre connaissance, c'est pas prévu. C'est vrai que c'est une idée qui revient régulièrement, mais il y a des. Alors, je ne sais plus je ne sais plus là tout de suite vous dire pour quelle raison, mais c'est vrai qu'on a déjà soulevé le sujet avec la ville de Paris. Mais c'est vrai qu'il y a un espace qui pourrait être utilisé. On a toujours besoin de plus d'espace verts. La promenade plantée arrive juste avant notre immeuble. Oui. Donc derrière notre immeuble, ce n'est pas accessible au public. Et on a eu quelques échanges avec la SNCF qui nous indiquaient que cette voie pourrait un jour resservir, si d'aventure le besoin s'en faisait sentir. Bref, on n'a pas très bien compris pourquoi, mais on sait qu'il pourrait y avoir un besoin de la SNCF. Oui, merci pour ces informations. Deux petites questions. Est-ce que vous avez prévu
donc une climatisation, et quel est le mode de chauffage qui est prévu pour cet immeuble? Alors, le système de climatisation, il existe déjà. Voilà, donc ses performances vont être améliorées. Mais malheureusement, aujourd'hui, il n'est pas possible de faire fonctionner un immeuble de bureau sans climatisation l'été. Je connais quelques immeubles où ils ont essayé de faire du rafraîchissement naturel, ça ne marche pas. Voilà, donc, en revanche, quand on isole et quand on remplace les façades d'un immeuble, on réduit considérablement le besoin en climatisation. Le système de chauffage, c'est un système de chauffage qui marche avec des CTA, des centrales de traitement d'air, donc qui réchauffe l'air, qui est pris à l'extérieur, qui est brassé, qui est réchauffé à l'intérieur. C'est une pompe à chaleur, c'est un petit peu comme une pompe à chaleur. Non. Enfin, ça marche avec de l'électricité, mais c'est pas une pompe à chaleur. La pompe à chaleur. Merci d'autres. Je voudrais vous poser une question. Vous avez l'habitude de transformer les immeubles du fait des contraintes thermiques. Est-ce qu'on ne va pas vers une uniformisation des façades? Là, on voit la différence entre la façade initiale où il y avait une certaine modénature, une certaine lecture, et puis celle-ci qui est un peu plus atone. Je voudrais savoir ce que vous en pensez de tous ces problèmes qui amènent peut-être à une sécheresse dans les façades du fait qu'elles vont être toutes identiques. Notamment alors qu'on parle du PLU beaucoup en ce moment. Non, mais ça, c'est pas lié au PLU, ça, c'est la technique. La question des façades, la question de la préservation de la diversité. Oui, mais là, c'est façades. une question technique. Là, ils cherchent l'économie, donc ils ont des procédés qui sont identiques pour toutes les façades. Je ne parle pas sur cette année, je sur vos pratiques quotidiennes. Vous êtes confrontés à limiter les pertes d'énergie. Vous pratiquez toujours les mêmes techniques. C'est normal, celles qui sont les plus abouties, et on va vers des façades strictement identiques. On n'aura plus certaines variétés de modénature. Enfin, c'est assez net sur votre façade. Je peux vous apporter quelques éléments de réponse. Il y a des endroits pour faire des immeubles qu'on appelle dans notre jargon show-off. On ne pense pas que ça soit le cas ici, premièrement. Deuxièmement, le législateur fourmille d'idées. Et donc les contraintes juridiques qu'il nous amènent nous obligent sur chaque projet à nous reposer les mêmes questions avec des solutions différentes. Et donc mon sentiment, mais ce n'est qu'un sentiment que je vous partage, c'est rassurez-vous, je pense que tous les immeubles ne se ressembleront pas demain. Voilà. Ensuite, il y a des architectes qui ont des tas d'idées différentes, et il y a des endroits pour les exprimer. Il y a aussi un souci de s'intégrer au territoire. En région Île-de-France, on est sur un territoire qui est majoritairement bâti et beaucoup bâti. Et donc la préoccupation de plus en plus prise en compte par les promoteurs immobiliers au sens large, et sur cet immeuble, je le pense, c'est de s'intégrer harmonieusement à l'environnement. Et je peux vous dire que c'est un vrai souci des professionnels du secteur aujourd'hui, avec des maires qui sont de plus en plus exigeants. Ma réponse est imparfaite, mais la question était large. Je sais pas, parce que quand vous comparez à l'immeuble qui est en face, oui, celui qui est comme qui présente beaucoup de modénature, avec un esprit... On voit la différence notoire. Tout à fait. Donc, on va vers un lissage. Donc il y a une variété architecturale. Très bien. D'autres questions? Non. Je vous remercie beaucoup de votre présentation. On va passer. Merci à vous. On va passer au troisième sujet. Vas-y. Non, je sais pas moi. Donc le PLU, plan climat et travaux du Grand Canal. Ah, il y a des changements. Hop, désolé. On va garder le point PLU. On a une présentation, mais l'élu, Monsieur Mathieu Luineau, qui est en charge des questions de démocratie participative, n'étant pas là ce soir, je vous présenterai les slides, mais avec beaucoup moins de talent que lui, forcément.
Donc pour pouvoir aussi peut-être libérer les personnes qu'on a fait venir exprès pour ce conseil de quartier pour présenter leur projet, moi je pouvais en rester jusqu'au bout de la nuit ou presque, je vous propose d'abord de plutôt présenter le projet de la bibliothèque Gutenberg, qui a un très sympathique projet à destination des plus jeunes et qui est particulièrement adapté au quartier où on a quand même beaucoup de jeunesse et beaucoup de jeunesse à occuper, donc de manière positive à travers ce quartier et à travers ce projet. On est très heureux de pouvoir avoir aussi un peu l'occasion de présenter les activités que vous menez, parce que ça fait partie de la vie de tous les jours des habitants. Je vous en prie. Donc bonsoir, je suis Eva Garcia, la responsable de la bibliothèque, et à ma droite, Frédéric Lemoine, mon adjointe. Donc, tout le monde se situe où est la bibliothèque Gutenberg? Oui, c'est ce que j'allais préciser. Que... Elle est juste en face du centre d'animation, Cévennes, et à côté du Jardin Blanc, en fait. Voilà. Donc, dans un endroit assez central où il y a à la fois le gymnase, le centre d'animation et la bibliothèque. Voilà. Donc la bibliothèque existe depuis 1991 et c'est un bâtiment qui a été créé par un architecte renommé qui s'appelle Franck Amouten. C'est une bibliothèque de taille moyenne avec 35 000 documents, donc livres, CD, etc. Mais on prête également des jeux de société depuis l'année dernière. Sur les temps de fermeture de la bibliothèque, nous accueillons des classes. On a beaucoup de demandes dans le quartier, il y a énormément d'écoles. Donc on a entre 20 et 40 enseignants qui demandent des accueils chaque année. Donc ça fait entre 1 à 3 accueils par an pour chaque classe. Donc c'est une activité assez conséquente pour nous. À côté de ça, on fait évidemment des animations régulières, des histoires contées, des ateliers jeux de société et vidéo, des ateliers numériques, des ateliers créatifs. Et en fait, pour Gutenberg, c'est une bibliothèque qui fait à peu près autant de prêts qu'une bibliothèque multisection. Par exemple, il y en a une dans le 20e qui s'appelle Louise Michel et on fait autant de prêts qu'eux. Voilà. Donc c'est une bibliothèque jeunesse, mais assez conséquente. Donc ce soir, on va vous présenter une partie de nos projets. Donc en premier, la participation des usagers en bibliothèque via la création d'un groupe qui s'appelle les bibliothécaires juniors. Et on va aborder également la question des travaux de restructuration qui sont en cours. Donc actuellement, la bibliothèque est fermée pour des travaux et une permanence est créée au centre d'animation. Donc on remercie encore Raymond. On est présent tous les samedis après-midi pour de la lecture sur place, pour des questions de stockage. On n'a pas pu faire de pré-retour, mais on a une continuité du service public avec de la lecture sur place et également des animations qu'on va développer petit à petit sur les prochains mois, prochaines semaines, prochains mois. Et vous présenter très rapidement également le projet établissement, donc ce sont les différents axes que la bibliothèque va prendre pour les prochaines années. Alors, la participation des usagers. Je t'ai piqué ta place. Non. Je peux continuer pour vous parler de la participation des usagers. Pourquoi est-ce qu'on voulait s'engager dans cette voie-là? Pour accompagner les enfants, les familles et les plus aguerris, les plus âgés dans leur quotidien et dans leur fréquentation de la bibliothèque, pour prendre en compte leur avis, leur envie de lecture, de prendre en main un petit peu leur lieu, faire avec ce qu'ils sont, ce qu'ils ont envie d'apporter aussi à notre lieu, à leur lieu, et que la bibliothèque leur ressemble. C'est ce qui peut apporter aussi à l'équipe et à cette bibliothèque, c'est que ce soit une bibliothèque qui soit leur bibliothèque, qui soit à leur image.
Ça permettra voilà, qu'ils s'y sentent bien chez eux. Et puis pour tous, que ce soit que les petits ou les plus anciens se connaissent bien, fassent ensemble voilà, une bibliothèque chaleureuse. Et puis responsabiliser un petit peu voilà, tout ce petit groupe de quartier. Alors comment est-ce que ça se traduit avec des projets qui se sont déjà mis en place ou qui vont s'étoffer un peu? On a mis en place une grainothèque, un troc de graines au printemps dernier, grâce aussi à DLP15 qui nous a soutenus avec du matériel pour engager un peu le projet. Voilà, bon alors le troc c'est avec la participation de tous, avec les différentes saisons qui s'enchaînent, donc on va continuer sur les jardins partagés et puis la communication près de tous, et puis les années qui s'écoulent. On a aussi quelques années précédentes, enfin il y a quelques années, contacté le collège André Citroën pour un club d'acquisition autour du manga. Assez à relancer, ça avec le Covid, voilà, ça s'est un peu éteint, mais hop, on y croit encore. Et puis il y avait une grosse envie des jeunes pour nous aider à choisir les mangas et que ce soit aussi voilà, leur avis, leur choix qui se reflètent dans les collections. Et puis le club des bibliothécaires juniors dont on voulait vous parler ce soir. Alors du coup sur ce club des bibliothécaires juniors, Eva reprend la main pour vous en parler un peu plus. Donc les bibliothécaires juniors existent depuis un moment déjà. En fait, on avait déjà des enfants qui venaient nous aider à ranger les livres avec un fort enthousiasme. Et puis des participations ponctuelles à des animations. On a eu un petit garçon qui avait 11 ans à l'époque, qui s'appelle Ousmane, donc, qui est élève au collège André Citroën, qui avait fait 2 ateliers de dessin de manga. Donc ça apporte vraiment un nouveau public. Il a amené ses copains qui ne fréquentaient pas nécessairement la bibliothèque. Et puis c'est un enfant qui parle aux enfants. Ça ramène tout de suite un autre rapport. Et il s'est vraiment pris au jeu. Il a été très sérieux dans la préparation de son atelier. Donc voilà, on a vu que ça marchait bien. Et on a également une jeune fille, Safa, qui avait apprécié et demandé à lire des histoires aux tout-petits. Et également à chanter lors de la fête de la bibliothèque. Voilà, donc on sent quand même une envie de participer à la vie de la bibliothèque. Et donc on s'est dit que ce serait intéressant de développer ce projet. Donc on a constitué un groupe d'une vingtaine d'enfants entre 8 et 14 ans qui a choisi son nom, qui s'appelle donc la Junior Family. Donc c'est un rendez-vous mensuel et donc c'est un groupe assez mixte en fait pour l'instant, socialement ou alors au niveau du genre et de l'âge, ça reste assez équilibré. Comment se déroule un rendez-vous? Donc on a une discussion et un débat sur un sujet. Donc pour l'instant on commence sur des sujets assez faciles du type le voyage, la solidarité, quoique la solidarité ça peut être plus complexe. Ensuite ils votent, ils réfléchissent et votent à une action prochaine. Donc ça peut être une animation, plutôt en lien avec le thème qu'on a abordé précédemment. Et enfin, ils planifient l'animation, donc atelier créatif, lecture d'histoire, voilà, à eux de voir. En fait, c'est vraiment quelque chose qui doit venir d'eux. Et on termine en général par un petit goûter ensemble, voilà, de manière assez conviviale. En échange, en fait, on leur donne l'opportunité de découvrir les coulisses de la bibliothèque. Donc, grosse curiosité. Donc, au premier rendez-vous, on leur a fait visiter les bureaux. Donc ils ont pu monter au premier étage. Et on envisage avant la réouverture, donc a priori au mois de mars, de les faire venir à la bibliothèque, donc une sorte d'avant-première, et de leur demander de participer à la création de signalétiques ou à l'installation d'éléments, de décoration. En gros, prendre leur avis sur... Qu'est-ce qui pourrait faire que la bibliothèque leur ressemble davantage? Parce qu'il y a eu des changements, voilà, il y a peut-être un petit temps de réappropriation à avoir.
Donc je vous montre quelques photos. Oh, je ne vous avais pas montré le site. Voilà. Donc ça, c'était le premier rendez-vous qu'on avait fait dans le patio de la bibliothèque. Autour d'un... Donc on leur avait fait un petit questionnaire un petit peu didactique pour commencer, mais ils s'étaient assez pris au jeu sur diverses questions. Donc, qui était Gutenberg, voilà, ou alors les droits du lecteur de Daniel Pénac, voilà, enfin des choses assez sympathiques. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont pu visiter les bureaux aussi. Voilà, donc c'est là qu'on leur a présenté le projet. Et on a eu pas mal de remerciements après coup. Hein. Ils étaient assez contents, voilà, malgré le questionnaire. Et donc, en projet, c'est pour Fred. Après, voilà, ce qu'on avait envie de voir avec eux, ce qui est remonté aussi de leurs envies, c'était peut-être de se former les uns les autres à la lecture des albums auprès des tout-petits. Quand on s'est présenté ce jour-là, les uns les autres, ce que nous, on aimait faire, ce que voilà, ils avaient peut-être envie de faire avec nous. Il y avait cette envie peut-être de raconter aux tout petits, aux bébés, aux petits de maternelle. Donc voilà, peut-être un temps sur l'échange entre les âges. Comment est-ce qu'eux peuvent devenir lecteurs avec nous. Peut-être qu'il y aura un moment aussi où ils pourraient rencontrer aussi des créateurs, des auteurs, des illustrateurs, au niveau de la BD. Voilà. Il y aura peut-être quelque chose aussi, les faire rencontrer le monde de la création, ceux qui sont aussi dans des métiers voilà, qui sont en lien avec le monde du livre ou bien plus du journalisme ou autre. Bon. Et comment vous les sensibilisez, les enfants, pour qu'ils viennent vous rejoindre, en fait? Comment ça se passe? Eh ben, on a déjà ce petit groupe de constitués. Mais à partir d'où? À partir du collège? Non. Ils savent lire, ils peuvent nous aider. Au départ, ils nous aidaient spontanément, ou alors dans la bibliothèque, ils voyaient qu'il y avait un enfant qui nous aidait à ranger, qui nous conseillait, enfin qui aidait à orienter les autres enfants sur le prêt, le retour, le fait de savoir emprunter. Il avait son badge bibliothécaire junior sur lui. Voilà, le sésame. C'est bien, mais la communication pour faire que les enfants ils sachent qui est cette initiative de mener, comment ils le savent? Alors, une belle affiche dans la bibliothèque, le bouche à oreille, le fait de voir d'autres enfants agir. On a les réseaux sociaux, on a notre infolettre, et puis après, on en parle assez souvent. Maintenant, il y a ce groupe de constitués où on est un peu en lien avec eux et on les invite. Les parents sont au courant, donc du coup, maintenant, quand on va avoir ce rendez-vous mensuel, ils vont pouvoir venir librement ou pas, il n'y a aucune obligation, sur une thématique qui les intéresse, et s'ils sont libres ce jour-là. Et puis, si quelqu'un d'autre a envie de rentrer, bienvenue. Voilà. Et puis d'autres choses peuvent être abordées. On a envie peut-être aussi de les faire participer, comme je vous disais tout à l'heure, aux acquisitions. Ça peut se développer aussi. Sur la protection des livres aussi. Voilà, ça peut être des petits ambassadeurs aussi de d'autres. C'est des bibliothécaires juniors, donc voilà, ils portent un petit peu auprès de nous les animations qu'on va faire. S'ils ont envie de relayer auprès des copains. Et puis justement, là-dessus, je rebondis par rapport à votre projet justement qui est très bien construit, sur le fait qu'on a restauré le conseil de la jeunesse dans le 15e justement de 13 à 18 ans. Donc pour ces jeunes-là, si d'ailleurs à partir de... Bon, ils sont 11 ans, vous avez donné un exemple, mais à partir de 13 ans, ils peuvent y postuler, ce qui peut être intéressant justement aussi pour eux, s'ils ont toute cette vocation à parler avec les jeunes, à parler un petit peu des projets qu'ils mettent en place. Mais justement, ce conseil a décidé par lui-même, il y a maintenant 2 mois, de préparer donc pour juin prochain en fait une fête littéraire organisée par le Conseil des jeunes et avec les jeunes. Et donc en soi ça rebondit particulièrement avec vous. Donc c'est vraiment à leurs mains et c'est un état de balbutiement, c'est encore en état de balbutiement vraiment absolu. Donc on voulait les inviter à prendre contact avec les bibliothèques, mais finalement les juniors bibliothécaires sont également un très bon relais qui pourrait être justement développé avec les membres de ce conseil.
Donc félicitations déjà, mais surtout je pense que je vais revenir avec vous si vous êtes disposé à cela, avec justement les coprésidents par exemple du conseil, pour pouvoir discuter si ça peut intéresser justement ces juniors de développer un petit peu ce genre de partenariat, un petit peu comme la fête littéraire de la mairie, on va dire, pour adultes, qui existe déjà justement. Il y a beaucoup de liens parce que je crois que un enfant qui est au conseil, justement. il était en lien aussi avec la bibliothèque sur le prix des En livrez-moi, et il nous a fait un lien, et il connaissait les bibliothécaires juniors aussi, donc il y a beaucoup d'enfants qui font plein de... D'où vient l'idée peut-être qu'ils ont eu justement, voilà, c'est ça, d'accord, voilà. je vois. Magnifique. Donc l'information parmi les enfants se fait aussi sur les projets qu'on crée les uns avec les autres. C'est ça, parce que c'est toujours compliqué justement pour les jeunes de parler. Ils parlent plus entre eux justement que cette démarche d'aller vers les réseaux ou même les sites internet, c'est encore plus complexe. Donc c'est vrai que c'est toujours des éléments qui sont vraiment extrêmement positifs. Donc, Après, voilà, on aura peut-être des choses un peu plus ambitieuses aussi sur 2-3 jours, peut-être les faire réfléchir sur voilà, ce que va devenir la bibliothèque, sur une orientation de la bibliothèque plus tard. Voilà, une espèce de ce qu'on appelle dans notre jargon à nous un biblioremix. Voilà, une bibliothèque plus tard, à quoi elle ressemblera à leur image ou dans un futur complètement fou. Voilà, les faire... travailler ou imaginer ou rêver ou fantasmer sur une bibliothécaire de l'avenir dans 1000 ans, dans 100 ans, dans 30 ans, dans 2 ans. Voilà. Rêver avec eux un peu du livre, du jeu vidéo, des jeux, une bibliothèque ou des bibliothécaires à leur image plus tard. Comment est-ce que qui nous donne des idées aussi, voilà, qu'on soit avec eux, auprès d'eux, et que la bibliothèque leur ressemble. Voilà. Par contre, on est avec ce projet-là qu'on a construit avec des équipes qui évoluent, mais une collègue qui va nous quitter, donc une super médiatrice qui nous quitte dans pas longtemps. Donc on est en recherche d'un poste de médiateur. Donc si vous avez des accointances, des idées, des postulants dans la médiation sociale et culturelle. Et... Mais, oui, c'est vrai, merci. Merci beaucoup, parce que en plus aujourd'hui c'est pas forcément évident de faire vivre des structures comme des bibliothèques qui doivent trouver leur place, alors que les centres d'intérêt changent aussi chez les jeunes, et donc il y a un public très jeune qui est peut-être plus facile à capter d'ailleurs, et qu'il faut réussir à garder aussi impliqué. Et je pense peut-être un peu plus âgés, aux collégiens, aux lycéens, qui là vont peut-être commencer à être les premiers à dériver, à peut-être moins venir. Et ça, c'est vrai que ça sera intéressant de voir quelles idées vous pouvez tirer justement de ce groupe-là pour les maintenir intéressés et continuer à avoir ce lien avec eux. Le plus âgé a 14 ans, et donc il est donc au collège, presque au lycée, et il tient bon, et il est même ravi de revenir. Donc bon, c'est pas la majorité, on est d'accord, mais c'est peut-être ce type d'initiative qui permettent de faire revenir les jeunes, quoi. Voilà, on tente. On sera ravis d'avoir des nouvelles, du coup, au fur et à mesure. Hein. Et puis peut-être de voir si on peut organiser quelque chose avec vous, ou faire participer les membres du conseil de quartier, si vous voulez, à une activité intergénérationnelle pour lier tout le monde. L'idée, c'est d'ouvrir sur le quartier, effectivement, pas rester sur une animation à la bibliothèque. On a le projet de s'ouvrir sur le quartier et de faire des activités, par exemple une action solidaire ou quelque chose comme ça, voilà. Mais ça se construit sur le temps. Voilà, combien de jeunes vous avez là à l'instant ? Une vingtaine. Quand même. Voilà. Ils viennent pas tout le temps, hein. C'est pas sur inscription. Voilà, c'est assez ouvert. Mais en général, la dernière fois, ils étaient au final une quinzaine. On a une vingtaine d'inscrits, si vous voulez, mais voilà, ils étaient à 15 la dernière fois. Voilà.
Ce qui est bien parce que pour mener des débats ou discuter, il ne faut pas non plus être trop nombreux. On ne peut pas gérer un groupe énorme. Voilà. Un petit groupe de fidèles vaut mieux qu'un trop gros nombre. Voilà. Et même pour les un peu plus âgés, essayer de travailler peut-être de manière aussi coordonnée, je pense au collège ou au lycée, sur tout ce qui est les pratiques de l'esprit critique et de la comparaison des informations. C'est l'idée du débat. Alors c'est un débat sur des sujets légers. Hein, voilà, il faut pas dans des choses trop dures. Voilà. Mais quand même, ça permet quand même d'apporter sa voix sur certains sujets. Ouais, c'est un peu l'idée. Voilà, il y a un objectif de citoyenneté derrière. Oui, c'est ça. C'est excellent. On passe les... juste pour terminer sur les projets, et après on vous laisse. Donc les travaux qui... Oula. Les travaux qui sont en cours, c'est donc, quand même que vous sachiez, donc en fait on retire un des triangles, il y a des triangles, des sortes de plans inclinés dans la bibliothèque, on en retire un des deux, ce qui va permettre d'avoir plus de place et donc de réorganiser toute l'implantation des collections et de sécuriser un peu les tout petits. Parce que les tout petits à une époque étaient vraiment dans le passage, voilà, donc là on leur fait un espace pour eux. Et puis il y a aussi des améliorations thermiques parce qu'il fait très très chaud à la bibliothèque l'été et voilà, donc création d'ouvrants et pose de store également. Et pour finir, je laisse Fred. Pour ce qui concerne les jeunes, du coup, on est sur avec ces bibliothécaires, ce club des bibliothécaires juniors, et puis plus largement l'organisation de débats, un exercice à la citoyenneté et à la démocratie, avec des ciné-débats qu'on avait déjà essayé de monter l'année dernière. On verra sous quelle forme dans les mois prochains. Une ouverture, une réflexion sur certains sujets de société. Et puis voilà, cette découverte de notre métier, voilà, et puis cette appartenance au groupe, voilà, dont ils sont déjà bien contents et ils sont fiers de faire partie avec des belles remontées. Voilà, mais à consolider parce que c'est quelque chose qui se construit et qui se fédère là en ce moment. Et voilà, quelle consolidation on apporte et avec quels moyens on est voilà, on vous le présente aujourd'hui avec un bel élan, mais on a plein de pistes. Le groupe se constitue bien avec cette vingtaine de jeunes. Il y a plein de relais déjà qu'on a. Voilà, les jeunes reviennent. C'est juste avec les travaux qui voilà, on a perdu un tout petit peu le lien. En janvier, on les retrouve. Voilà, on espère avoir une médiatrice et puis ou un médiateur et pouvoir voilà, avoir nos actions pérennisées. Voilà. Cette initiative, vous l'avez menée depuis combien de temps ? Alors, les bibliothécaires juniors existaient depuis plusieurs années sur la partie simplifiée, donc juste sur le rangement des documents. Ça existe. Je suis arrivée en 2018, ça existait déjà. Ça se fait déjà dans beaucoup de bibliothèques. Et là, le lancement du projet date de juin, je crois. Hein, c'est ça ? Voilà, sous cette forme-là. Voilà. Après, on est un peu coupé dans notre élan par les travaux, faut quand même pas le cacher. Oui, là, on est fermé encore. Pour combien de temps ? On rouvre en mars, si tout va bien. Mais ça avance bien, donc ça va. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on voulait les réinviter avant la réouverture pour déjà pour réduire le temps d'absence et pour recréer un lien privilégié avec eux. Voilà. Moi, j'ai deux questions. Est-ce que vous envisagez des échanges de votre club avec d'autres clubs jeunesse qui existent peut-être dans d'autres bibliothèques jeunesse
de la ville de Paris? C'était une idée. On avait un contact avec Louise Michel notamment, qui fait beaucoup ça. Donc c'est une bibliothèque dans le 20e, je vous en ai parlé tout à l'heure, qui a créé, je crois que c'est une des premières dans le réseau parisien à avoir fait ce système-là, sous une forme un peu différente. Ils sont vraiment plus sur les animations au sein de la bibliothèque et moins sur la participation citoyenne et les débats, etc. Mais c'était une idée. Oui, on aurait aimé faire... on aimerait bien faire ça, mais pas tout de suite, puisque faut encore que le groupe se consolide, qu'on fasse quelque chose de vraiment concret avec eux. Mais oui, ce serait très chouette. Ouais, et est-ce que vous avez des échanges, toujours du club, avec le Palais de la Découverte qui est à côté? J'aimerais bien. Pour l'instant, non. On peut s'organiser. Pour l'instant, non. La mairie peut vous aider à nouer Mais des d'ailleurs, contacts. normalement, ils font partie du conseil de quartier. Là, ils n'ont pas pu être là ce soir, mais ils en font partie. Et ils sont toujours très preneurs d'interaction. Donc, les faire venir le petit groupe au Palais de la Découverte, c'est sûr que ce serait super. Ouais. Complètement. On va organiser ça. Marion va vous aider. On va faire ça. Merci. Alors, il fait un peu froid. Si vous avez encore un peu de patience, on peut au moins vous afficher le programme de la suite des discussions sur le PLU. Alors, je vous les commenterai pas de fond en comble, mais juste pour pouvoir vous rappeler ces échanges qui sont importantes quand même en matière de participation des habitants du 15e et plus largement de Paris à la construction de l'avenir de l'urbanisme dans la ville. Il y a eu un certain nombre de consultations déjà qui ont été traitées, dont les réponses ont été traitées. On a quelques diapositives pour vous montrer les résultats. Alors je vais être obligée de me tourner un peu parce que je ne connais pas par cœur slide. Simplement pour... tu veux commencer? On commence d'abord PLU. Déjà. On était dessus, c'était bien. PLU, c'est très bien. S'il te plaît. Tu peux mettre un slide après. Voilà. Donc là, les prochaines dates encore qui sont affichées. Donc le 5 décembre, vous voyez, c'est quand même très très proche. On va voir ces prescriptions qui seront envoyées aux mairies d'arrondissement. Les retours seront donnés dans les dizaines de jours qui suivent. Et peut-être la date qui vous intéressera le plus déjà, enfin la première date qui vous intéressera beaucoup, ça sera la mise en ligne de la synthèse de la concertation sur le règlement. Puis, après, on est sur des échanges politiques qui pourront être suivis, ou en tout cas, il y aura des communications qui seront faites. Et enfin, la délibération d'arrêt du PLU qui sera passée au Conseil de Paris en mars prochain. Donc, le calendrier approche de sa fin sur cette dimension-là. Est-ce que tu peux passer à la prochaine? Hop. Donc voilà pour la suite. Ensuite, donc, l'enquête publique qui s'étendra de novembre 2023 à janvier 2024, suivi de la mise à jour du dossier de PLU en 2024, sur avril à juin, si le processus tient toujours dans les délais, ce qui est plutôt le cas jusqu'à présent. Donc, pas raison de s'en inquiéter. Donc ça, c'est plutôt pour les retours sur les contributions qui ont été faites sur le PADD. Vous verrez donc là-dessus, sur cette diapositive, que là, c'est la répartition par thématique des différentes propositions. Donc il y a eu un certain nombre de propositions qui sont des propositions globales sur l'ensemble du PLU, PADD, qui ne sont pas raccrochées à une thématique particulière. Et le deuxième plus gros point d'attention, c'est les questions qui ont trait à la nature, ce qui montre bien quand même l'intérêt que portent les habitants et les acteurs de la ville de Paris à cette dimension de trouver de l'espace, de la végétalisation, de remettre de la nature en ville, notamment pour pouvoir apporter une meilleure qualité de vie, un meilleur environnement.
Mais au final, tous les thématiques ont été assez bien servies. Hein. On n'a pas de thématique qui a été totalement à l'abandon, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, vous allez peut-être voir assez difficilement, mais donc là, cela correspond sur le logement au nombre de citations dans les propositions qui ont été faites, enfin dans les soumissions d'informations qui ont été faites. Sur le logement, les premières préoccupations concernent les données qualitatives du logement. Donc là, alors en plus, je n'ai pas mes lunettes, donc je vous dis ce que je peux corriger. Donc si vous me laissez 2 secondes. Comme ça, je vais vous lire au moins les principales... Pardon, madame, les chiffres que vous citez, c'est pour le 15e ou tout Paris? Il me semble que c'est pour Parce que les 7500 propositions, c'est pour le 15e? Non, il me semble que c'est pour tout Paris. Donc la première, c'est proposer une offre de logement adaptée à tous les âges et tous les modes de vie. La deuxième proposition, c'est adapter les logements pour une inclusion plus forte des populations en situation de handicap. C'est un vrai sujet qui dépasse d'ailleurs la question du logement à Paris. Et le troisième point, c'est améliorer les parcs privés et publics existants. Et la quatrième proposition, donc parmi les propositions les plus récurrentes, concerne le fait d'assurer la possibilité d'accéder à des logements de qualité abordables financièrement, bien sûr. C'est ce qui est une préoccupation à Paris, on la connaît très bien, à laquelle on peut ajouter la question de la mixité aussi dans certains quartiers. Ensuite, on a les questions environnement qui sont réparties en 2 axes, un axe sur la santé environnementale et un axe sur la nature en ville. On voit en particulier sur le pourcentage de citations, sur le total de citations, du côté de la santé environnementale, le point améliorer la qualité de l'air et limiter l'exposition à la pollution atmosphérique, lutter contre les nuisances sonores, rétablir la ville et améliorer le cadre de vie, augmentation de la place de la nature. Donc là, on retrouve cette question qu'on mentionnait en introduction. Et du côté de nature en ville, donc, développer et valoriser la biodiversité et les espaces de nature existants, en créer de nouveaux à toutes les échelles, considérer chaque espace comme un lieu potentiel d'intégration de la nature en ville sous ses différentes formes. Ça fait un peu écho d'ailleurs au projet Canopée qu'on voyait juste avant, hein, cette idée de pouvoir intégrer de la nature même dans les projets privés où spontanément ce n'est pas forcément le plus intuitif. Et préserver et développer la présence de l'eau dans la ville et les milieux naturels humides. Gérer l'eau de pluie à la source pour rafraîchir l'air, l'utiliser, etc. C'est vrai que la question de l'eau, c'est essentiel, notamment quand on connaît les périodes de canicule. C'est la principale capacité qu'on a aussi pour permettre de rafraîchir, d'où sans doute la... Oui. Excuse-moi, en fait, les données telles qu'elles sont publiées ici, c'est issu vraiment des contributions individuelles de chaque citoyen. C'est l'ensemble des contributions qui ont été faites sur le PAD. Pas à ma connaissance, mais comme je le dis, je ne suis pas aussi... Et ça, c'est les grandes catégories. Bah, c'est la difficulté qu'on rencontre souvent avec les participations aussi. C'est-à-dire que, comme on dit, on parle de 7000 contributions. Si on est bien à l'échelle de Paris, 7000 et quelques contributions, c'est très peu. C'est très peu, et la question de la représentativité, est-ce que ça représente l'ensemble des préoccupations des habitants? Le processus du PLU est essentiel dans ce qu'il forge de l'avenir de la ville, mais c'est aussi un processus, et on en a parlé à plusieurs reprises dans les conseils de quartier, on a fait plusieurs présentations, qui est quand même difficile de s'approprier pour tout le monde. Hein. C'est très lourd, c'est très chargé, il y a beaucoup de règles.
Et c'est peut-être aussi ce qui a pu freiner le nombre de contributions, malheureusement. Mais c'est à prendre en compte, en effet, dans la façon dont on l'analyse, et c'est une bonne remarque, parce que il faut le prendre en compte dans la façon dont on analyse. On ne peut pas se reposer uniquement sur des contributions spontanées pour établir la totalité d'une politique publique. Voilà, donc là sur environnement, encore empreinte carbone et quartier du quart d'heure. Quartier du quart d'heure, donc c'est cette politique de la ville de Paris d'avoir les services à proximité dans un rayon d'un quart d'heure de marche. Pour l'empreinte carbone, on a promouvu... Oui, on peut passer au suivant parce que sinon ça va être très long. Mais dans tous les cas, je pense qu'on tentera de mettre à disposition, en tout cas ces chiffres seront disponibles en ligne. Donc là, c'est des points sur le patrimoine, transformation du bâti, pour vous citer juste la première occurrence. D'un côté, sur transformation du bâti, c'est protéger les espaces végétalisés et les arbres existants, désimperméabiliser et végétaliser en cœur d'îlot. Et le deuxième, c'est favoriser fortement la réhabilitation plutôt que la démolition-reconstruction. Sur la ville capitale, donc favoriser l'accès aux grands services urbains et de l'autre côté, développer les possibilités de tri des déchets. Là encore, bel écho à nos sujets d'aujourd'hui. Et donc là, nous avons un certain nombre de chiffres sur les retours sur la contribution et un grand nombre, là encore, concernait réellement les espaces verts, puis le patrimoine en deuxième préoccupation principale dans les prescriptions localisées. Voilà, alors juste, oui, c'est quelques petites dates sur le plan climat. Donc là, si vous avez encore la concertation du public sur decidez.paris.fr qui est ouverte jusqu'au 15 décembre. Donc c'est l'occasion ou jamais. Vous avez quelques dates sur la suite de ce processus, là encore, de participation du public. Et comme on l'a mentionné, puisque ce n'est pas forcément représentatif, n'hésitez pas tous à participer si vous avez des propositions à faire. Et puis on va peut-être passer plutôt sur les résultats du budget participatif. Oui. Vous avez dit au début que la mairie centrale va transmettre les priorités locales. Oui, c'est sur le calendrier. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y aura une réunion publique en mairie pour présenter ces priorités locales, puisque le maire d'arrondissement doit se prononcer sur ces priorités? Une réunion publique à cette étape-là, on n'a pas connaissance. À cette étape-là, j'en ai pas, il ne me semble pas. Je pense que ce sera un avis qui sera donné sur ce qui nous sera transmis plus tôt. Après, ça ne manquera pas. On pourra trouver un moyen de vous retransmettre cet avis. Hein. Il n'y a pas de cachotterie de quelque nature, donc éventuellement, on pourra vous en rendre compte aussi dans le cadre du conseil de quartier, si vous le souhaitez. Sur le budget participatif. Comment ? On avait un petit doute sur il y a peut-être. Mais on a un doute sur le. Est-ce que ça va être présenté aussi qu'à cette priorité locale? C'est probable que ça fasse l'objet parmi des discussions. En tout cas, ça paraît très logique, comme tu dis. Donc, quelques chiffres. Le nombre, on est sur le podium en termes de nombre de projets déposés sur le tout Paris. Donc, c'est bien pour le plus gros arrondissement, heureusement, presque, j'ai envie de dire. Ça montre qu'on se mobilise. Alors, au lieu du podium, la prochaine fois, il faudrait qu'on soit sur la première marche, hein, tant qu'à faire, puisque nous sommes l'arrondissement le plus important en termes de population. Donc 11 projets mis au vote, 5 retenus, pour en tout un montant qui correspond environ à 6,5 millions d'euros et 6 412 votants, ce qui est stable par rapport à l'année précédente.
Pour les projets sélectionnés, donc le premier, c'est un projet qui concerne d'ailleurs ce conseil de quartier, hein, notamment, pas que, mais en partie au moins. C'est un projet qui réunit plusieurs projets d'amélioration, de rénovation d'équipements sportifs municipaux. Et pour le conseil de quartier Citroën-Boussicot, on a la question du TEP Varay, qui est un sujet pour lequel je suis régulièrement en contact d'ailleurs avec les riverains, parce que c'est un TEP qui est sujet à beaucoup de nuisances sonores en fait pour les riverains, du fait de l'usage notamment de son usage autour du basket, qui est très bruyant comme sport, sur du béton, avec une construction autour qui fait caisse de résonance. Donc là, cette idée de créer un terrain de volley outdoor pourrait permettre aussi de pouvoir répondre en partie à cette problématique. Il faudra étudier sur les plans techniques, mais ça permet de rentrer en tout cas dans une préoccupation qu'on suit activement et un besoin en tout cas de développer cette pratique également. Ensuite, les cours d'école rénovés, sur des modèles de type cours Oasis, que vous avez peut-être vu dans certaines écoles qui sont développées. Donc voilà, là on a les 4 écoles concernées, maternelle et élémentaire Mademoiselle, maternelle Vaugirard et maternelle Sexios-Michel. Un coup de verre dans le 15e. Encore des espaces verts. Et là, on a le square Saint-Lambert et le square du Clos-Feuquer qui sont concernés. Et des aires de jeu, rénovation d'aires de jeu, en aires de jeu inclusives. Et ça avait été un sujet aussi porté par certains membres de conseil de quartier, et qui avait été évoqué d'ailleurs aussi par certains membres de conseil de quartier, de ce conseil de quartier Citroën-Boussicot, un souhait de voir ces projets-là. Et puis, au centre sportif La Plaine, la création d'un second mur d'escalade qui permettra du coup d'accueillir plus de monde. Et ça, c'est une pratique qui se développe beaucoup et qui est quand même très appréciée à Paris. Et enfin, il me semble, espace public pacifié et adapté à tous. Alors 170 000 €, c'est peut-être un peu la déception, c'est que quand on propose des projets au budget participatif, on a le choix en fait de faire des projets de plus ou moins grande taille. Et si on voulait maximiser l'apport pour le 15e arrondissement, il faudrait qu'on ait que des projets avec des gros montants qui soient sélectionnés. Mais bon, il y a un vote et celui-là a été voté. Il s'agit donc de plusieurs aménagements de voirie, traversée piétonne au niveau de la rue de Nanteuil, arceaux pour le stationnement de vélos cargo et triporteurs qui se développent mais qui du coup n'ont pas forcément de stationnement adapté. Deuxième emplacement de stationnement pour vélos rue Emmanuel Chauvière, matérialisation d'un chemin de guidage pour les personnes aveugles et malvoyantes et création d'un plateau surélevé devant l'école Lacroix. Voilà pour les projets qui ont été sélectionnés. Donc maintenant, on est sur la phase plus de faisabilité, donc les études de faisabilité pour les projets 2022. Et il y aura également l'adoption de la nouvelle charte du budget participatif qui vient d'être adoptée. On l'a discuté récemment et qui vient d'être adoptée en Conseil de Paris. C'est bon pour le budget participatif et on est pile dans les temps pour rendre l'école à la gardienne, à moins que vous ayez une question particulière. Je sais que Grand Canal, on n'a pas pu le traiter. On a eu une annulation. Je suis désolée. Je sais que ça vous tenait à cœur. Mais on n'a pas pu avoir Monsieur Berroir qui n'était pas disponible finalement pour pouvoir nous présenter. Et j'ai bien noté et je sais qu'il faut qu'on fasse un point sur d'étape sur le projet qui a en effet pris du retard par rapport à l'accord qui était nécessaire d'obtenir avec l'architecte. Oui, mais là, malheureusement, aujourd'hui, je ne peux pas vous donner plus d'éléments. Mais je sais que c'est une préoccupation qui tient très à cœur à ce conseil de quartier et
qu'on fera en sorte de suivre aussi de près parce que il y avait, mais on peut pas le mettre tous les ans à l'ordre du jour parce qu'on a beaucoup de sujets qui doivent être traités. Je sais. Il ne s'agit pas de faire une présentation d'une demi-heure. Moi, ce que je demande, c'est qu'on passe 5 minutes pour qu'on nous fasse un point. Oui. Or, ça fait 6 mois qu'au mois de juin, il a été décidé quelque chose qui apparaît même dans le MAG de Paris 15. Oui. C'était décidé qu'il allait y avoir une réflexion. Il y avait 4 projets. Un devait être choisi au mois de juin. On en est où? Ça a été choisi, ça n'a pas été choisi? Mais ça, il y avait eu un échange. Alors, on n'a pas pu le présenter. Alors, il me semble qu'on avait déjà présenté cette décision de faire un intermédiaire entre un projet de 100% végétalisé, on va dire, et un projet qui était un peu plus axé sur la présence de l'eau. Et après, c'est la mise en œuvre. La difficulté, c'est d'obtenir l'aval de l'architecte pour la réalisation et justement sur cette idée de projet. Et ça, c'est là où on a des difficultés. Mais malheureusement, on n'a pas pu cette année avoir 3 réunions de conseil de quartier, ce qui freine aussi les échanges. Et je sais que c'est important et que vous y teniez. Vous étiez plusieurs d'ailleurs à y tenir particulièrement. Mais on fera en sorte de le traiter au prochain avec assurance. Si, mais j'entends même une présentation de 5 minutes, mais c'est juste que là, on n'est pas en mesure de vous le faire. Il ne faut pas attendre 3 mois pour constater qu'on n'a pas d'informations. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas... Donc, apparemment, les travaux devraient débuter au premier semestre 2024. Mais c'est juste que je ne peux pas vous donner plus d'informations ce soir, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui se fait. C'est juste que je ne peux pas vous donner plus d'informations ce soir. Moi, c'était sur les derniers niveaux d'informations que nous avions. Malheureusement, on a eu ce désistement un peu tardif, hein, mais ça nous met un peu en porte-à-faux par rapport à notre ordre du jour. Mais on fera en sorte d'y remédier. Je vous remercie encore tous pour votre participation. Madame Guéron. Deux mots sur les budgets participatifs. Oui. Vous parliez du fait pour les JO de 2024. Moi, j'ai pas moi toute seule, mais nous n'avons pas, mais c'était un projet que je portais de la réflexion, vous le savez, de la montagne du Goulet et de sa fontaine, et surtout de la sécurité de cette montagne. Enfin, voilà, en la traversant, ça va recommencer maintenant avec les feuilles et autres. Monsieur est parti, j'allais lui dire qu'avec toutes les belles machines qu'il nous a montrées sur les feuilles, elles ne sont pas ramassées, les feuilles. Ouais. Je vais vous dire, bon, ça, c'est autre chose. Mais voilà, je ne sais plus que faire. Je ne l'ai pas représenté, comme vous dites, je ne comprends pas, quoi. Voilà. Parce qu'il a été retenu 3 fois et ça, ça c'était repris l'an dernier. Et puis... J'ai plus de foi en l'air. On pourra en discuter avec l'adjoint en charge du budget participatif pour voir comment on le pousse. Ce serait bien, vraiment. Merci. Je vous en prie.